écrit de 17 livres d'un détective privé qui s'appelle Valgve. Peut-être, mais Valgve en original. Moi, c'est Guy Penner. Le G au milieu du prénom ne se prononce pas, parce que c'est un G avec un trait dessus, et ça sert de liaison entre deux voyelles. Au lieu d'être Guy It, il n'y avait pas le G, c'est Guy en une seule syllabe. Ça, et puis en turc, le Y se prononce pas comme deux I à la française, mais c'est un Y fort comme le Y de yaourt. Donc il y a deux I et un Y, ça a été toujours une catastrophe quand j'étais étudiant en France. On m'appelait I, n'importe quoi, mais c'est Guy. Voilà. Benner, c'est plus facile. Comment êtes-vous devenu... Ah, ben vas-y. Comment êtes-vous devenu écrivain? Voilà. Moi, ça a été difficile parce que j'ai un père qui est un écrivain très connu en Turquie et un oncle qui est aussi un écrivain très connu en Turquie. Puis c'est un autre oncle maternel, celui-là, qui est journaliste et donc écrivain aussi. Il a écrit plusieurs livres de reportages. Donc j'ai tout fait pour ne pas être écrivain parce que, vous imaginez, faire lire mes livres à toutes les personnes qui savent si bien écrire. Donc j'ai fait tout pour essayer d'éviter ça. J'ai fait des études de médecine, j'ai fait un peu tout. Mais voilà, vers l'âge de 40 ans, par atavisme, on finit toujours par... Non, en fait, c'est ce que j'ai fait, j'étais parti en exil après le coup d'État de 1980. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à lire les livres de mon père. Quand j'étais adolescent, lui voulait absolument que je lise ses livres et que je lui dise ce que j'en pense. Et moi, j'avais pas vraiment envie, ça ne m'intéressait pas, et puis je ne voulais pas répondre à ses questions. Mais quand j'étais loin, du coup, j'ai eu la curiosité de connaître ce qu'il était vraiment, ce qu'il avait vraiment fait. Et j'ai commencé à lire ses livres. Et il y en a un qui venait de paraître, qui était un livre qui avait une apparence très pessimiste, parce que l'on était en plein dans les années noires de la Turquie, c'était le coup d'État militaire, mais qui quand même quelque part apportait une touche d'espérance. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé, je me suis dit c'est dommage que les gens qui ne lisent pas le turc ne puissent pas avoir accès à ce livre, et je l'ai traduit en français. C'était la première chose que j'ai fait comme écrivain, c'était de traduire un livre de mon père en français. C'est très oedipal, dirait les psychiatres. Et après, j'ai commencé à écrire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, c'était la préhistoire. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, on était obligé de communiquer par lettres. On ne pouvait pas non plus trop se parler au téléphone, parce que c'était trop cher, et puis c'était sous écoute. Les gens se surveillaient ce qu'on était, donc on s'écrivait des lettres. Et j'ai commencé à écrire des lettres à mon père sur ce que je pensais au sujet de ses livres. Donc on a eu un échange comme ça, littéraire, sur ce que je retenais de ses livres. Et ça a tellement intéressé ce que j'écrivais, il m'a dit, est-ce que tu m'autorises à ce que je publie ce que tu as écrit sur mon livre dans une revue en Turquie? Moi j'étais très fier, j'ai dit oui. Et ça, c'était la première fois que j'ai été publié, c'est en mettant le commentaire, en faisant la critique de mon père, en quelque sorte. Et puis après, petit à petit, un jour, quand je suis rentré en Turquie, j'étais chez un ami, il devait venir pour dîner, et il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, j'ai un empêchement au travail, je vais être en retard. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire. Il m'a dit, t'as pas assez lu, il faudrait que tu écrives un de ces jours. Je dis, bon, d'accord. J'ai pris ma machine à écrire, j'ai commencé à écrire une nouvelle. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire aussi mes histoires à moi. Voilà. Et après, au fil en aiguille, j'ai exagéré, quoi. Pour moi, j'ai appris à lire quand je suis 7 ans. Et après ça, j'aimais toujours lire des livres. Et quand je suis 12 années, on a des lectures à l'école et on fait des preuves. Il faut écrire quelque chose où on peut utiliser son imagination et créer un conte, une histoire, inspiré, je pense, d'écrivains comme je lis, traduit en norvégien, bien sûr, comme Jules Verne, Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, tous les livres que vous connaissez, j'espère, en français aussi, en France aussi. Mais quand je suis 17 années, je décidais je voudrais essayer d'être un écrivain moi-même. J'ai écrit une collection de poèmes qui n'est pas publiée. J'ai écrit une
petit roman qui n'est pas publié. Mais quand je suis 22 années, je publiais un premier roman. C'était un roman poétique de l'amour, avec une langue poétique très différente de la langue ou de sorte d'histoire que j'écris comme un écrivain de roman polar. Et j'ai publié 2 romans quand je suis 22 et 24. Et après ça, c'était quelques années quand j'ai essayé d'écrire dans différentes sortes de styles. Mais en 1975, j'ai publié mon premier roman polar. Et c'était un grand succès en Norvège. Et c'était à ce moment que je trouvais que c'était mon place dans la littérature norvégienne. Et après ça, j'ai écrit environ de 25-30 romans polars, et aussi d'autres romans pour jeunes et pièces de théâtre. J'ai écrit presque toute ma vie. Après, je suis 17. Une autre question? Alessandro, tu avais une question? Non? Si? C'est là, maman. Est-ce que vous vivez de l'écriture? Oui, moi, après, je suis 40 ans. C'était possible pour moi de vivre de mon plume ou de mon ordinateur. Mais avant ça, je travaillais dans le théâtre de Bergen. Bergen, c'est une ville avec environ 200 000, 250 000 personnes. Et c'est un grand théâtre au ville. J'ai travaillé comme une secrétaire d'information, de renseignement à ce théâtre jusqu'aux 40 années. Parce que Norvège, c'est un petit pays et c'est difficile de vivre de l'écriture. Je pense que c'est 20-25 écrivains en Norvège qui peut dire qu'ils vivent totalement de l'écriture. Alors, quant à moi, j'ai fait un calcul très savant. J'ai commencé, comme je l'ai dit, par faire des études de médecine, donc j'ai failli devenir médecin. J'ai arrêté en toute dernière année de médecine quand j'étais interne, parce que c'est le moment où il y a eu un coup d'État dans mon pays, et donc j'ai dû partir en exil en Belgique et en France, en 1980. Donc comme je n'ai pas pu finir ma médecine, j'ai fait des tas de petits boulots. J'ai été même animateur d'une maison de jeunes à la mairie de Bruxelles. J'ai fait un peu de journalisme, j'ai été animateur d'un groupe qui travaillait sur les immigrés en Belgique. J'ai été traducteur, puis après je suis devenu interprète. J'ai fait des tas de choses. Et donc je n'ai commencé à écrire que vers 40 ans. Avec le calcul de Gunnar m'a beaucoup aidé tout à l'heure en parlant. Il a commencé à écrire à 17 ans, il a commencé à en vivre à 40 ans. J'ai commencé à écrire à 40 ans. Je pense que vers 70-72 ans à peu près, je pourrais réussir à vivre de l'écriture, j'espère, si je suis encore de ce monde. Mais pour le moment, non, je suis obligé de travailler comme interprète de conférences. Donc je fais de l'interprétation simultanée. Mais c'est un métier qui me permet de dégager un peu de temps pour écrire, puisque c'est un métier qu'on fait en freelance. Donc on ne travaille pas tous les jours, on a des saisons, par exemple le printemps et l'automne sont des périodes où il y a beaucoup de conférences, c'est là que je travaille surtout pour gagner ma vie, et j'ai parfois 1 mois, 2 mois sans contrat en été et en hiver, et c'est là que je me mets à écrire. Donc j'essaie de calculer, mais vers 70-72 ans, je garde bon espoir. Combien de temps il vous faut pour écrire un livre? C'est différent de livre à livre, mais je veux dire de 8-9 mois pour un roman polar. Quelquefois,
je peux le faire dans 6 mois, ou autrefois, j'ai besoin d'un année entre ce cadre, c'est le temps que j'ai besoin. Alors moi, ça dépend. Mon premier roman, j'ai mis 9 ans à l'écrire. Parce qu'au début, je faisais l'erreur de, chaque fois que je finissais un chapitre, d'envoyer à mon père pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Et donc, quand il faisait la moindre critique, même très gentille, j'étais bloqué pendant des mois, je ne touchais plus le texte. Donc, après, j'ai arrêté, j'ai fini, puis je l'ai envoyé après. Mais donc, le premier roman a pris 9 ans. Après, le dernier qui va sortir, enfin, qui vient de sortir en français, j'ai mis 4 ans à l'écrire. Mais c'est pas 4 ans où j'écris sans interruption. Comme j'explique avec mon travail, je suis obligé d'interrompre pendant parfois 3 mois, 4 mois sans toucher le livre. Donc quand je reviens à la lecture, je relis tout pour me remettre dans ce que j'écris, puis après je me dis mais c'est pas bien ce que j'ai écrit. Je jette à la poubelle, je réécris. Donc ça prend du temps. Mais j'ai un roman que j'ai fini en 8 mois à peu près aussi, parce que là j'ai eu un peu plus de temps pour l'écrire. Ça dépend un peu du texte. J'ai un roman pour enfants que j'ai fini en 1 mois et demi. Parce que là j'avais du temps et puis j'étais bien concentré. Ça dépend. De quel livre êtes-vous le plus fier? J'ai écrit en Norvège, c'était une trilogie, mais ici en France, c'est publié en 6 tomes. Le roman de Bergen, qui est, je pense, c'est mon chef-d'œuvre. Je suis très fier d'avoir écrit cette trilogie. Mais aussi, parmi la longue série de romans de Bergen, il y a 1 ou 2 ou 3 que je préfère moi-même. Et le dernier publié ici en France, l'enfant qui criait, parce que c'est un très différent titre de la Norvège, c'est une meilleure, je pense. Je peux certifier. Alors moi, j'ai beaucoup moins écrit que Gunnar. Le roman que je préfère sans doute est celui qui est en train de paraître en français, qui s'appelle Le Revenant, mon tout dernier roman. Mais j'aime beaucoup aussi le petit livre de nouvelles qui est sans doute celui que vous avez eu, qui est donc le premier qui a été traduit en français, Autre cauchemar. C'est les 2 textes que j'aime bien, et je suis content que ce soit les 2 premiers qui soient traduits en français. Et puis, il y a aussi des petits textes qui sont pas encore peut-être dans un livre ou autre, que j'aime beaucoup aussi, mais ça dépend. Mon père disait toujours, lui, il écrit beaucoup de livres comme Gunnar, on ne peut pas faire la différence, c'est comme si on avait des enfants, on les aime tous. C'est un peu vrai, mais il y a toujours des petits chouchous. Il faut le dire. Et le chouchou est souvent le dernier. Souvent aussi. Bien sûr. Pensez-vous écrire toute votre vie? Do you think you write all your life? Oui. Je suis un vieux homme aujourd'hui. 67 années, j'ai écrit toute ma vie et je vais écrire dans le reste de mes années, j'espère. Alors moi, comme j'ai commencé tard et que j'ai encore beaucoup de projets, j'essaie de trouver des méthodes pour prolonger ma vie encore pendant 10-15 ans de plus pour pouvoir avoir le temps d'écrire tout ce que j'ai en tête. Mais je ne sais pas, on va voir. Quels sont vos auteurs français préférés? L'auteur français Préféré. Ah oui, quand je suis jeune, je préférais Camus, que je lis beaucoup de livres de Camus. Mais je suis fier de dire que je lis quelques livres de Patrick Modiano, qui a reçu le prix Nobel cette année. Mais aussi, quand je suis jeune, comme je dis, Giberne, Alexandre Dumas, c'était une grande favorite de moi quand je suis votre âge, je pense. Mais il y a beaucoup de très bien écrivains en français. J'ai étudié français à l'université de Bergen. C'est à cause que j'aimais toujours la culture française. C'était la littérature française, les films français, la musique française. Je suis une francophile en Norvège. C'est difficile de dire un nom que je préfère. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Gunnar.
bizarre. J'ai étudié au collège un peu comme vous en France, j'ai fait mes 4 années de collège à Paris, donc j'ai eu un peu tout le cursus que ça a dû changer, je pense, depuis très vieux temps où j'y étais. Mais je pense que la littérature française est une littérature qui est très très riche, avec des époques différentes, des types d'écrivains très différents. J'aimais beaucoup aussi Jules Verne. J'aime bien aussi les romans policiers français. Enfin, Georges Simenon, il est belge plutôt, mais il écrit en français. C'est aussi un auteur que j'aimais beaucoup, parce qu'il a une très grande profondeur au-delà de la narration policière. C'est un peu, il y a quelques ressemblances, je trouve, aussi dans l'atmosphère, dans ce qu'écrit Dunard aussi. Et alors, il y a un auteur qui est un peu particulier pour moi, qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline, qui est un personnage très controversé, parce que c'était un sale raciste en même temps. Mais dans ses romans, on ne voit pas trop le racisme, mais par exemple Voyage au bout de la nuit, que moi j'ai traduit en turc, c'est un merveilleux roman avec un style très important, donc au niveau de l'écriture, c'est sans doute l'auteur français que je préfère. Sinon, dans les plus contemporains, j'aime beaucoup aussi Patrick Deville, qui m'a appris récemment, je crois, avec son livre sur la peste et le choléra, qui est un auteur qui a un style intéressant, puis qui voyage, qui voit tout le monde entier, qui fait des textes là-dessus. J'aime beaucoup aussi Jean-Marie Laclaftine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un de mes amis, un jeune, voilà, un jeune écrivain, voilà. Puis beaucoup, j'aime bien Daniel Pénac, c'est aussi un ami, c'est très amusant. Bon. Puis il y a des auteurs de théâtre comme Coltès, Bernard-Marie Coltès, que j'ai traduit aussi en turc, que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a plein. Camus aussi, Sartre, Camus, c'est des gens que j'ai beaucoup lu dans le temps. Voilà, voilà. Je veux rajouter peut-être à Victor Hugo. J'ai écrit aussi pour le théâtre et j'ai écrit une musicale américaine qui est dans le style de Le Misérable, une musicale basée le roman, le grand roman de Victor Hugo. Et je suis très fier quand, après la publication de le roman de Bergen ici en France, un critique m'a nommé le Balzac norvégien. C'était une grande appréciation. Tout à fait d'accord avec Les Misérables. C'était le premier grand livre que j'avais lu en dehors des cours de littérature. J'avais 13 ans quand je l'ai lu. C'était un ami de mon père qui me l'avait offert dans la Pléiade. J'avais vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé aussi Émile Zola dans le temps. J'avais lu presque toute la collection d'Émile Zola quand j'étais au collège. C'est intéressant. Comment faites-vous pour trouver l'inspiration? L'inspiration. Moi, je le trouve dans les journaux, dans les news. Le fait divers aujourd'hui, je écoute le radio, je lis la télévision et tout ce qui se passe dans le jour, les thèmes de société que m'intéresse et que je pense que les gens sont occupés de. C'est l'idée d'écrire les romans. Parce qu'un roman pour l'art moderne, c'est toujours un roman, c'est souvent un roman critique de la société il fait de presque toutes les directions, les idées, l'inspiration. Alors moi, c'est souvent le point de départ, il y a un sentiment qui m'embête un peu, c'est parfois un malaise, parfois une colère, parfois un dégoût, parfois une curiosité. Et c'est un sentiment diffus qui m'habite et je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce que c'est. Alors après, je commence à réfléchir pourquoi j'ai ce sentiment-là, j'essaie de découvrir d'où il vient, et c'est souvent ça le point de départ de ce que j'écris. Et après, évidemment, le récit se nourrit autour de cette idée d'essayer de découvrir pourquoi j'ai ce sentiment-là à ce moment précis. Alors là, ça peut aller aussi des histoires que moi j'ai vécues, qu'on m'a racontées, que j'ai lues dans la presse. Et aussi, comme mon métier c'est interprète, donc ce que fait un interprète dans la vie, en fait, il va à des conférences de toutes les couches de la société. Ça peut être des réunions syndicales, ça peut être des réunions du patronat, ça peut être une visite d'une délégation du Conseil de l'Europe dans les prisons pour voir les gens qui ont été condamnés pour terrorisme, on voit aussi les gens qui les ont torturés, ça peut être des réunions politiques au haut niveau, ça peut être des réunions de droit, ça peut être la psychanalyse. Bon,
Donc on a un peu une vue sur l'ensemble de la société et ça permet de nourrir aussi tout ce que les gens disent, se disputent, comment ils ont des attitudes les uns envers les autres. Ça permet de nourrir le détail de ce que je vais écrire. Mais le fond, c'est souvent un sentiment qui, à une période donnée, m'ennuie et j'essaie de comprendre d'où il me vient. Par exemple, pour les livres avec des insectes, il y avait un sentiment de dégoût. Ça m'embêtait tellement ce qui se passait, tous les discours racistes que j'entendais dans la société, j'avais un dégoût. Et là, à partir de... Et j'ai découvert qu'il y avait un parallélisme avec le dégoût que je pouvais avoir pour certains insectes, et voilà comment sont parties les idées des nouvelles. Avez-vous déjà eu des pannes d'inspiration? Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Avez-vous déjà eu des pannes d'inspiration? When you are less inspired, when you have problems to... Ah oui. Non, jamais. Quand je finis un roman, j'ai toujours l'idée de 2 ou 3 autres romans. Le plus grand problème, c'est de décider quelle idée est-ce que je veux commencer. Je suis heureux, je n'ai jamais eu un problème de... Et moi, j'ai eu une panne d'inspiration pendant 9 ans, pendant que j'ai écrit le premier roman. J'ai mal à continuer. Mais maintenant, j'ai tiré des leçons de cette erreur. J'écris plusieurs livres en même temps. Alors, il y a un texte que je commence, puis à un moment aussi je bloque parce qu'il faut que je réfléchisse un peu plus. Comme j'ai autre chose sur le chantier, je passe à cet autre texte. Et donc, c'est plusieurs textes qui s'écrivent de façon plus ou moins parallèle. Donc, le petit livre sur les insectes, je l'ai écrit en même temps que le roman qui vient de sortir. J'avais d'abord commencé le roman, puis tout d'un coup, au moment où je m'interrogeais sur le style du roman, il y a ces petites nouvelles qui ont commencé à tomber sur les insectes, et le livre sur les insectes est paru avant le roman. Mais là, en ce moment, par exemple, là aussi, j'ai 3-4 projets sur lesquels je travaille plus ou moins en même temps. Et comme je n'ai pas la chance, de pouvoir travailler de façon intense sur une longue période, quand je suis coupé et que je reviens à l'écriture, je ne suis pas toujours dans le texte que j'avais commencé avant. Parfois, c'est simple, on commence en été, on est dans un certain état d'esprit, et après je dois arrêter, je reprends en hiver, je suis dans un autre état d'esprit qui me prête plus à écrire ce texte-là que celui-ci. Et donc écrire plusieurs textes à la fois, ça me permet de continuer sans avoir de panne. Pourquoi j'ai fui l'écriture au départ? Ben, comme j'ai dit, d'abord parce que pour moi l'écriture c'était d'abord la famille, donc c'était les 2 grands auteurs qui étaient mon père et mon oncle. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Quand vous avez des parents, une mère ou un père ou un proche parent qui est artiste, si c'est un musicien, il y a par exemple beaucoup de familles de musiciens, il y a beaucoup de familles de peintres, beaucoup de familles d'acteurs de théâtre, de cinéma, il y a moins de familles d'écrivains. Je me suis dit pourquoi? Bien, quand le parent fait de la musique, un enfant, même tout petit, il peut apprécier la musique. Et il peut essayer de faire de la musique lui-même. On peut apprendre à jouer d'un instrument très jeune. Quand c'est de la peinture, pareil. La peinture, c'est la couleur, on peut apprécier, et puis on peut en faire soi-même. Le théâtre, le cinéma, on peut très bien, même quand on est tout petit, faire un rôle. Mais pour l'écriture, déjà, il faut attendre d'apprendre à lire et à écrire avant de lire ce qu'a écrit le parent. Et puis, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, on n'est pas toujours en mesure d'appréhender un roman qui a été écrit pour des personnes plus âgées. Donc, c'est difficile de connaître ce que le parent a fait. Et à ce moment-là, on est un peu coupé du travail du parent. Et puis surtout, l'écriture, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus solitaire comme activité que la musique ou la peinture. On peut très bien observer le parent en train de peindre et essayer de voir un peu ce qu'il fait. Mais quand il écrit, il est tout seul dans sa chambre, on ne peut le lire que quand c'est fini. Enfin, plus ou moins. Et donc, quand j'étais petit, pour moi, l'écriture, c'était quoi? C'était un père qui n'était jamais là. Un père qui était enfermé dans son bureau, j'entendais la machine à écrire, et je ne devais surtout pas aller le déranger. Donc, c'était pas très sympathique pour moi. Puis après, quand mon père et mon oncle se réunissaient pour discuter entre eux, c'était toujours des discussions qui étaient trop compliquées pour moi. Je comprenais tout rien quand j'étais tout petit. Et puis en plus, ils aimaient beaucoup écouter de la musique classique. Alors, ils fermaient la lumière, ils mettaient un disque de musique classique, et pour moi, à cet âge-là, la musique classique, c'était... Maintenant, j'ai beaucoup, mais au départ, je n'aimais pas du tout. Donc, c'était quelque chose qui ne m'était pas très sympathique.
Après, quand je suis devenu adolescent, c'est-à-dire en âge un peu de lire tout ce qu'il avait écrit, il fallait, enfin, mon père voulait que je lise et il fallait que je donne mon opinion. Alors, je n'étais pas très chaud pour donner mon opinion, je n'avais pas confiance en moi. Et puis plus tard, quand j'ai vu ce que c'était que d'écrire vraiment, parce qu'il y a écrire et écrire. Tout le monde sait écrire à partir de 7 ans. Mais faire une œuvre littéraire, c'est plus compliqué. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup travailler son texte. Et quand je voyais ce qu'écrivaient mon père et mon oncle, c'était des choses tellement bien faites que je me disais jamais je ne pourrais écrire aussi bien qu'eux. Et j'avais très peur de soumettre ce que j'écrivais à leur critique, parce que si eux ne trouvaient que c'était pas bien, comme pour moi c'était les deux c'était la référence, si eux ne trouvaient pas bien, jamais je n'aurais eu le courage de montrer à quelqu'un d'autre. Et comme je sais qu'ils étaient très critiques, même envers ce qu'ils écrivaient eux-mêmes ou ce qu'écrivaient les autres écrivains, je me dis jamais je n'ai la moindre chance de faire quelque chose qui va leur plaire. Donc j'ai dit, je vais écrire d'autres choses. C'est pour ça que j'ai fui l'écriture. Je n'ai que vers 40 ans, donc j'ai repris suffisamment confiance en moi pour oser. Et encore, je vous l'ai dit, ça m'a pris 9 ans pour le faire. C'est évident. Moi, je suis le premier écrivain dans mon famille. Je n'ai pas de tradition dans notre famille, mais mon père il était un instructeur au lycée. Ma mère, elle a travaillé dans un hôpital comme une nurse. Infirmière. Mais il aimait beaucoup les livres, le théâtre, la musique aussi. C'était une maison avec beaucoup de culture. Et je suis bien sûr inspiré de cette atmosphère de livres, de théâtre. Donc, pour moi, avec mon amour de lire, c'était naturel de commencer à être un écrivain. Mais j'ai deux vies comme écrivain. Une vie comme un solitaire, quand j'écris dans mon bureau. Quand j'étais de petits enfants chez nous, ma femme elle a dit qu'un de mes fils, silence, papa écrit pour gagner de monnaie. Le jour après, il a été dans l'école pour les très petits, et il a dit à les gens là que mon père, il écrit de monnaie. Mais d'être dans son bureau, écrire dans une solitude, sorte de solitude, c'est d'être presque Dieu, parce qu'on a on peut décider de qui de notre personnage va vivre, qui va mourir, tout ça. Mais aussi, je travaille au théâtre. Quand j'écris au théâtre, c'était très différent. C'était une sorte de travail collectif. Quand le texte, c'est une partie de le résultat, mais il était aussi la direction de l'instructeur et les acteurs, bien sûr, qui jouent les rôles. Et c'était la scénographie, tout ça se mélange dans le résultat fini. Donc, pour moi, c'est très bien de changer entre ces deux sortes d'être écrivain. Un dramaturge, un drama, un écrivain de pièces de théâtre et écrivain de roman. Un petit détail en pensant à ce que disait Lina. J'ai une fille qui a 18 ans aujourd'hui. Et quand j'écris, quand elle était toute petite, j'ai dit je ne vais pas faire comme mon père, je ne vais pas lui interdire la porte de mon bureau. Elle était la seule qui pouvait entrer dans mon bureau quand elle voulait, pendant que j'écrivais. J'ai dit tant pis, ça me coupe dans mon travail, parce que quand on est vraiment dans son travail, on n'a pas envie d'être coupé. Quand on s'arrête, c'est difficile de reprendre exactement la même concentration, mais je me dis avec elle, elle aura le droit de venir quand elle veut. Et elle venait, mais elle respectait mon travail, donc elle venait rarement, puis elle venait, elle se montrait un peu, puis elle disait bon, je te laisse travailler, puis elle repartait. Là où elle a beaucoup souffert, c'est pendant que je traduisais ses livres, parce que là, je devais remettre le manuscrit à la maison d'édition à un moment donné. Et chaque fois qu'elle venait me voir, je lui dis écoute, je vais faire encore quelques pages avant de venir jouer avec toi. Et la question qu'elle aimait me poser, c'était papa, dans combien de pages on pourra jouer ensemble un peu? C'était. Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce concours avec le collège? C'était une très gentille invitation. J'ai fait dans
différentes parties de France, mais c'est la première fois que je visite la Gironde. C'était une bonne chance pour moi de venir ici. C'est une bien idée et bien projet aussi, je pense. C'est intéressant pour moi de rencontrer un écrivain de la Turquie. Oui, les écrivains, il a toujours le même way to be. La même façon d'être. Yeah. Moi, pour la boutade, je dirais que c'est parce que quand j'étais en France, j'aimais beaucoup les Girondins de Bordeaux. La grande équipe avec Tigana, Giresse, c'était vraiment un peu du football, mais blague mise à part. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé discuter avec les jeunes, avec les étudiants, les collégiens, les lycéens. Peut-être parce qu'au fond, j'ai toujours essayé de garder un peu ce que j'étais, l'esprit que j'avais quand j'avais cet âge-là. On n'aime pas vieillir, il faut bien plus dire. Et donc la seule façon de garder cet esprit, c'est de rester en contact avec la jeunesse. J'ai fait beaucoup de visites dans les écoles en Turquie. Il y avait des programmes aussi où ils emmènent les écrivains dans les écoles. Et j'ai toujours appris beaucoup de choses en contact des jeunes collégiens, des lycéens, même des enfants d'école primaire. Ils ont vous avez une vision sur les choses, sur la vie, sur l'écriture qui est tout à fait différente. Quand mon premier roman est sorti, j'étais allé dans un lycée dans la région d'Izmir. Et ils avaient travaillé le roman, c'était encore un concours un peu comme celui-là, ça ne portait pas sur l'identité européenne, mais ça portait sur l'écriture. Et je vous assure, les questions qui m'ont été posées sur ce roman étaient 1000 fois plus intéressantes que tout ce que les critiques, même les plus élogieux, avaient dit. Parce que les critiques, quand ils lisent, ils ont des schémas dans la tête, ils ont des théories, donc ils essaient de lire avec le prisme de la théorie. Et souvent on se dit, mais bon, même quand ils disent du bien, hein, c'est pas. Moi j'ai toujours eu de la chance avec les critiques. On a toujours aimé ce que je faisais. Mais même quand ils font des compliments, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont les pêcher? Est-ce que j'ai fait ça, moi? Mais avec les jeunes, c'est un regard beaucoup plus frais, qui peut être très critique parfois. Donc, vous avez fait ci, mais pourquoi c'est... Hein? Et ils arrivent à sentir des choses qui sont beaucoup plus l'essentiel du roman. Par exemple, j'avais fait un premier roman sur l'exil, où je parlais de la Belgique, de Bruxelles, et... c'est un jeune lycéen qui m'avait posé une question, et ça, aucun critique n'y avait pensé. C'est, mais vous savez, chaque fois que vous avez le cafard, il pleut dans le roman. Pourquoi? Et parce que c'est vrai qu'en Belgique, il pleut beaucoup. Hein. On dit toujours que c'est Londres où il pleut beaucoup, mais Bruxelles, si vous saviez, même en été, il n'arrête pas de pleuvoir. Et donc, c'est vrai que pour moi, l'idée de la dépression, de l'exil, le mal du pays, c'était toujours associé à la pluie, parce que chez moi, il y avait quand même un peu plus de soleil. Donc le manque de soleil, la pluie, c'était associé à cette idée de dépression. Et c'est un jeune qui y a pensé. Moi-même, je n'avais pas conscience d'avoir fait ça exprès. Donc c'était venu spontanément dans l'écriture. Et c'est un jeune qui m'a posé cette question et qui m'a fait dire, bah oui, c'est vrai. C'est par hasard, sans doute, que chaque paragraphe un peu dépressif, il pleut dehors. Donc vous voyez, c'est toujours beaucoup plus intéressant de rencontrer les jeunes que de... Il y a des lecteurs un peu plus âgés qui sont intéressants aussi, mais les jeunes, c'est autre chose. Donc, j'aime beaucoup. Et quand on m'a invité, c'était une gentille invitation en effet, j'ai tout de suite dit oui. Par rapport à votre pays, quelle différence voyez-vous avec la société française? On a combien d'heures pour en discuter? Peut-être commencer. Je pense que c'est très différent dans beaucoup de façons. Chez nous, on a un grand petit déjeuner, un petit déjeuner, et on a le dîner à 4 heures, 5 heures, peut-être un petit repas le soir. Le rythme de jour est très différent, je pense, en Norvège qu'ici en France. Mais comme nous sommes en part de l'Europe, beaucoup de références sont les mêmes. Je pense que
peut-être vous êtes un peu plus plein de tempérament dans la politique ici, en France, dans Norvège, parce que les gens norvégiens, il est froid en Norvège. Il peut être, peut-être on est un peu glacé. Mais je pense qu'il y a des similitudes et c'est des différences entre les deux pays. C'est difficile pour moi d'expliquer en détail les grandes différences. C'est pas grand. Alors moi, je vais dire que je trouve entre la France et la Turquie énormément de ressemblances. Alors vous allez me dire, c'est une extrémité de l'Europe, entre Bordeaux et Istanbul, on est quand même vraiment aux deux extrémités de l'Europe. Et pourtant, il y a d'une part le caractère un peu méditerranéen qui est commun entre la France et la Turquie, mais surtout, c'est un peu difficile à expliquer, mais en Turquie, quand la République a été constituée, au début du siècle précédent, ils ont pris comme modèle le modèle français. Donc on a le même type d'État et d'institution que ce qui existe en France. Donc c'est un État qui est très politique, qui a un type de laïcité qui est le même qu'en France, et qui est très différent du modèle de laïcité qu'on a par exemple en Allemagne ou en Belgique. C'est les mêmes types de tempéraments politiques où on aime beaucoup s'affronter, on aime beaucoup débattre et discuter avec beaucoup de passion, on se lance des noms d'oiseaux dans les débats politiques, on est très passionné, parfois virulent. Et le rapport par rapport à l'État, à la nation, c'est à peu près le même, parce que c'est le même schéma d'État-nation qui a été constitué en Turquie qu'en France, avec des problèmes qui se ressemblent, d'autres qui sont totalement différents, bien sûr. Le rapport à la religion est aussi le même, dans le sens où il y a une partie de la religion, de la société qui se reconnaît plus dans la religion, l'autre partie qui en est beaucoup plus détachée, avec toujours des débats passionnés sur quelle place de la religion dans la vie publique, dans les monuments, etc. Et il y a aussi le même état d'esprit, je dirais un peu chauvin. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple les pages de sport, quand l'équipe de France perd un match, c'est la catastrophe. Mais oui, bien sûr, les autres sont toujours plus forts que nous parce que l'infrastructure n'est pas bonne et qu'on n'a pas bien travaillé, etc. Mais dès qu'ils gagnent le match, on est les plus forts, on est les meilleurs, on est les champions du monde. Là, en Turquie, c'est la même mentalité dans les pages de sport et ça se reflète dans beaucoup d'autres domaines. Donc je trouve qu'au niveau du tempérament, il y a vraiment beaucoup de ressemblances, même si la nature des problèmes, la géographie, ça, sont très différentes aussi. Mais il y a un point commun, il y a un peu d'esprit commun. Je veux rajouter peut-être au commencement du XXe siècle, Norvège, c'était un des plus pauvres pays dans l'Europe. C'était Norvège, Irlande, Portugal, je pense, c'était les trois les plus pauvres. Mais après, on a trouvé le pétrole en mer du Nord. Norvège est soudain un des plus riches pays dans tout le monde. C'est créé une très grande différence entre le Norvège d'hier et le Norvège d'aujourd'hui. Là aussi, la France aussi a un sentiment. Dans le temps, c'était une très grande puissance, c'était une des plus grandes puissances mondiales, tout le monde parlait le français dans le monde entier, etc. En Turquie aussi, il y a beaucoup de francophonie. Et la Turquie, c'était aussi l'Empire ottoman, c'était aussi un des plus grands empires du monde. Mais aujourd'hui, ni la France ni la Turquie n'ont la même place dans le monde qu'ils occupaient à l'heure de gloire. Et il y a ce nationalisme un peu frustré de se dire on était très fort, mais on n'est plus vraiment, et ça change un peu aussi. Et la principale différence vient du fait que la France, malgré le fait qu'il n'est plus une aussi grande puissance qu'avant, ça reste quand même un des pays les plus riches du monde, avec une aura, alors que la Turquie était aussi un pays très très pauvre il y a 20 ans. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un pays émergent, donc un pays qui devient plus riche, avec une forte industrie, beaucoup de changements, mais qui n'a pas la même réputation. On a plus une réputation de barbare que de grands civilisateurs, donc ça c'est un des éléments de frustration en Turquie. Quelle est votre opinion sur l'appartenance ou non de la Turquie ou de la Norvège à l'UE, à l'Europe? What do you think about the Norway or Turkey being member of the European Union? Ah oui. Comme j'ai écrit dans mon article que vous avez lu, peut-être,
Norvège, c'était une jeune nation. Dans 400 années, Norvège était sous Danemark. C'était une partie du Danemark. Et après ça, en 1814, quand on est libéré de Danemark, on entre dans une union avec la Suède. Et c'est en 1905 que Norvège est la première fois de 500 années une nation libre, une nation. Donc c'était une nation jeune, je veux dire. C'était 2 votes en Norvège si on doit entrer dans l'Union européenne ou non. Et on a dit non les 2 fois, mais c'était très près qu'on a dit oui. Mais je pense que c'était une sorte de crainte pour être dans une nouvelle union avec des autres pays. On veut être presque totalement libre. Mais bien sûr, Norvège est un membre de l'OTAN et il est très influencé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres pays norvégiens. Et il y a aujourd'hui une très bonne relation, je pense, entre Norvège et l'Union européenne, mais on n'est pas un membre de cette. Pour la Turquie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le débat en Turquie sur l'appartenance ou non à l'Union européenne, ce n'est pas tellement un débat, un peu comme il y a eu en Norvège, sur le fait est-ce qu'on doit être dans cette Union européenne-là particulière pour des raisons économiques, sociales ou autres. Le débat, c'est plus un débat de civilisation. Dans quelle civilisation sommes-nous, à quelle civilisation doit-on appartenir, et c'est un problème d'identité politique en Turquie. Donc ce n'est pas tellement l'Union européenne qui est dans le débat, c'est est-ce que nous allons être une nation moderne, par exemple. Pour nous, toujours, c'est ce qu'on nous a appris aussi à l'école, la modernité, c'était l'Europe. Et donc, si on voulait sortir des temps anciens, du Moyen-Âge, de l'arriération, il fallait être dans l'Europe. Donc ça a été toujours l'enjeu fondamental, c'est un enjeu d'identité. Est-ce que aussi les Européens nous acceptent comme étant des leurs ou pas? Est-ce que nous sommes l'autre, l'ennemi des Européens? Il y a aussi des questions de religion et de culture religieuse derrière, ou est-ce que nous pouvons être comme tout le monde? Donc c'est un débat un peu biaisé. Ma position personnelle là-dessus, c'est que je pense d'une part que la Turquie est déjà dans l'Europe, déjà géographiquement, politiquement, elle est dans le Conseil de l'Europe, les équipes de foot, de basket turcs sont dans les championnats d'Europe, et le mode de vie en Turquie est un mode de vie européen. Donc quand on se promène dans une ville turque, même à l'est du pays, on se sent beaucoup plus proche du mode de vie européen que d'un mode de vie moyen-oriental ou latino-américain ou autre chose. Quoique aujourd'hui, avec la mondialisation, on commence à vivre un peu partout pareil, que ce soit au Kenya ou que ce soit au Japon, ça c'est autre chose. Et puis, la Turquie est membre de l'Union douanière avec l'Union européenne, c'est-à-dire que tout ce qui se produit en Turquie peut être vendu sans aucune entrave et sans aucune taxe en Europe et vice-versa. Donc la production industrielle se fait selon les mêmes normes. Donc sur le point économique aussi, la Turquie est très intégrée à l'Union européenne. C'est aujourd'hui la 6e plus grande économie européenne, 17e au monde, je crois, aussi. Et toutes les normes de production, de consommation sont calquées sur le modèle européen. Alors il y a des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne qui traînent beaucoup pour des raisons essentiellement politiques. Alors moi je trouve que c'est une bonne chose que ces négociations se poursuivent sans entrave, pour 2 raisons. Parce que c'est un levier important à l'intérieur du pays pour démocratiser plus en profondeur le pays. Parce que nous avons une histoire de démocratie c'est un pays démocratique dans les règles générales, mais comme on a eu quand même beaucoup de coups d'État, des problèmes de conflits internes avec les Kurdes, on a quand même beaucoup de choses encore à régler. Et les normes européennes, c'est une bonne chose. Ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, être rattaché à l'Europe par les négociations, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je souhaite que ça aille jusqu'au bout. Alors ensuite, l'adhésion à l'Union européenne ou pas, in fine, quand tout sera fini, là je suis moins sûr. Ça dépend dans quelle Europe on va entrer. Si c'est une Europe comme celle d'aujourd'hui,
où la principale valeur c'est la marchandise, c'est l'argent, c'est le libéralisme, on fait travailler les gens pour pas grand-chose, on essaie de leur vendre de la marchandise, c'est la seule chose qui compte, cette Europe-là, ça ne m'intéresse pas. S'il y avait un référendum pour entrer dans cette Europe-là ou pas, moi je voterais non comme les Norvégiens. En revanche, si l'Europe change vraiment, que ça devient une Europe des valeurs que moi j'aime bien en Europe, qui sont les valeurs de la solidarité, de l'égalité, les valeurs du travail, du respect à autrui, de la liberté d'expression, alors là c'est oui. Donc ça dépend comment l'Europe va évoluer. Si c'est une Europe qui est très méchante, comme c'est le cas actuel envers nos amis grecs, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, on a étranglé les Grecs, on leur a mis des dettes et des intérêts de la dette, etc., ils n'arrivent plus à payer. Et quand ils disent, écoutez, laissez-nous respirer un peu, on leur dit, non, 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 il faut de l'argent pour nos banques. Ça, cette Europe-là, c'est pas très gentil, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'une autre Europe est possible, et je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui luttent pour qu'il y ait une Europe beaucoup plus humaine. Et dans cette Europe-là, tout à fait. Au référendum, si, pourquoi avez-vous voté non, puis oui au référendum? Le premier référendum, c'était en 72, je pense. C'était à ce moment, je suis jeune, peut-être un peu plus radical qu'aujourd'hui. Je pensais que Norvège, c'était mieux d'être pas membre de cette union. On a dit que c'était une union, comme Yit a dit, une union de la capitalisme, de la libéralisme économique. En Scandinavie, les pays scandinaves, ils sont très social-démocratiques. C'est une très